Bonjour, nous sommes donc sur le salon COSI du CNCH et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Gilles Baron-Rochette. Bonjour Gilles. Bonjour, très heureux d'être ici. Nous allons parler de microcirculation et tout d'abord du côté impact clinique et pronostic. Alors qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de la microcirculation sur le plan épidémiologique ? Sur le plan épidémiologique, c'est des vieilles études, mais on commence avec le matériel à savoir de mieux en mieux ce que c'est. C'est surtout ces patients qui avaient des coronarographies normales et finalement qui leur arrivaient des événements. On sait que les patients qui avaient des symptômes et qui avaient une coronarographie normale, au long cours, présentaient des événements. On savait aussi dans d'autres éléments, c'est que tout patient qui avait un test d'ischémie, écho d'effort, scintigraphie, IRM, c'est un peu moins, il y a moins de données sur l'IRM, c'est un examen plus jeune. Ces patients qui avaient un test positif mais une coronarographie rassurante, il leur arrivait beaucoup plus d'événements que les patients finalement avaient des tests normaux non invasifs. Alors justement sur cette question, quand on voit un test positif, une scintigraphie, une échographie d'effort, on nous trouve un trouble segmentaire souvent. Et alors la microcirculation, ça peut aussi être segmentaire ? Tout à fait, on a même publié ça. En fait, à Grenoble, on utilise une gamma caméra CZT et on a gardé le thallium parce qu'on pense que c'est le meilleur traceur de la perfusion. Et on voyait encore des trous perfusionnels avec des coronaires qui avaient l'air normal angiographiquement. On s'est dit, on va vérifier que ces trous perfusionnels ne sont pas une atteinte microcirculatoire. On a mis des guides de thermodilution dans les endroits segmentaires. Et effectivement, on avait une atteinte microcirculatoire sévère sur cela. Donc effectivement, on peut, alors en général, l'atteinte est uniformisée. Souvent, la scintille montre la zone la plus malade, mais finalement, on confirme l'atteinte et on traite le patient. Et alors, est-ce que ça veut dire que quand on analyse sa microcirculation, il faut analyser les deux coronaires, voir les deux coronaires gauche? Alors, on l'a fait aussi pour voir un peu ce qui se passait. En fait, globalement, l'atteinte est quand même assez homogène. Sauf dans les gens qui ont fait des infarctus avec des destructions microcirculatoires. Mais dans les patients lambda, finalement, il y a toujours la coronaire droite qui a un IMR un peu plus bas, alors que en valeur absolue, mais retenons qu'il y a un IMR supérieur à 25 et le cutoff pour dire que l'atteinte est pathologique. Et on peut retenir que dans toutes les artères, ça va être pareil, mais on considère qu'il vaut mieux prendre l'artère qui vascularise le plus gros territoire, c'est-à-dire l'IVR. L'IVR, d'accord. Alors là, on parle de troubles microcirculatoires, d'élévation des résistances. Qu'en est-il de la microcirculation des vasospasmes qui peuvent survenir? Parce qu'aujourd'hui, en France, on a quand même la quasi-totalité des centres qui utilisent le métergin et qui ne s'intéressent donc pas trop à la microcirculation. Alors tout à fait, le métergin est un test pour voir l'angor spastique de prise métal qui stimule les cellules musculaires, mais pas la fonction endothéliale. On sait que l'acétylcholine est l'examen de référence, c'est ce qui est recommandé dans les consensus d'experts, mais il faut la faire venir. Et en fait, si on regarde on s'est battu donc pour la faire venir dans notre centre et on l'a. Et en fait, si on regarde l'adénosine aussi intracoronaire qu'on fait pour la FFR, si on regarde le Vidal et les autorisations, elle n'est pas autorisée à être mise dans les coronaires. C'est parce que finalement, on a plein de données et nous, le cardiologue au CatLab, on autorise à faire intracoronaire. C'est le même raisonnement qu'on a fait. Maintenant, on fait de l'acétylcholine à dose croissante dans les coronaires, donc la droite et la gauche. Donc c'est un peu long, puisqu'il faut attendre bien 3 minutes. Il ne faut surtout pas faire l'enjou après l'injection, parce qu'il y a une sorte pas d'agressivité, mais du moins ça crée du spasme un peu réactionnel. Il faut bien attendre les 3 minutes. Et à 3 minutes, si ça spasme, on a un diagnostic spasme macro, angiographique, mais le micro est aussi, on en a vu plusieurs, c'est-à-dire que le patient décrit ces mêmes douleurs avec une modification de l'électro, vraiment, on voit l'électro en même temps, mais on le voit indéniablement, il y a un vrai sous-décalage qui apparaît, qui est résolutif sur nitré, et on met le patient sous traitement, comme un angor de prise métal, double blocage, aspirine, statine. Donc on fait le test. S'il n'y a pas de spasme épicardique et que le malade a mal, on conclut qu'il y a un spasme... Modification électrique. Et modification. Sinon, on est un aveugle et on peut avoir des douleurs un peu atypiques. Modification électrique. Est-ce qu'il y a un lien parfois avec les gens qui ont des douleurs quand on injecte le produit contraste iodé? Alors, c'est vrai qu'on a souvent ça et on n'a pas vraiment de données. À un moment, on s'était dit effectivement, on pourrait faire des analyses de perfusion non invasive chez ces gens pour voir notamment avec des mesures du flux qu'on peut faire maintenant avec des gamma caméras. On n'a jamais fait cette étude parce qu'ils sont quand même assez rares, ces patients. Donc, je ne saurais pas dire s'il y a un vrai lien. Ce que je peux dire, c'est que dans le SCA, ce qu'on a remarqué, nous, on a regardé en fait le Timmy Frames Count, le fait de à quelle vitesse on arrive à remplir une artère coronaire, mais dans le cas des SCA.
eh bien, en fait, cet index a l'air tout bête et qui, pour nous, une fois que le TIMI est le même pour tout le monde, en fait, quand on est plus rigoureux et qu'on regarde le remplissage par le frame, par le nombre d'images, on arrive à identifier les patients qui vont mal aller, et c'est publié, hein, c'est une donnée qu'on connaît. Donc ça veut dire qu'en fait, effectivement, cette histoire de contraste, parce que souvent, le patient qui a mal à l'injection, il a un flux un peu pas tout à fait normal. D'accord. Donc peut-être, mais il n'y a quand même pas de données aussi dures que l'IMR. Actuellement, la thermodynamique pour vraiment et l'acétycholine pour traiter un patient sur ces données. D'accord. Et alors, quand on parle justement d'INOCA, enfin de troubles microcirculatoires un peu chroniques chez ces patients, pourquoi ou comment, ou sait-on pourquoi aussi ça rentre dans le MINOCA, dans les étiologies du MINOCA? Est-ce que ça peut donner des phénomènes aigus finalement? Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. Dans les recommandations, il est dit qu'on peut utiliser dans le cadre des MINOCA, l'IMR, notamment la microcirculation. Le spasme, ça paraît logique de le chercher, mais il est dit ça. Moi, en pratique, j'ai jamais vu un patient qui a monté ses tropeaux et qui avait une atteinte microcirculatoire chronicisée. On n'a jamais vu ça. On a toujours un peu de tropeaux, etc. Par contre, et donc les MINOCA, moi je dirais que c'est quand même ce qui a vraiment fait changer les choses, c'est l'IRM. Pour nous, c'est vraiment l'IRM qui permet de recadrer. On ne fait pas l'OCT, on sait que c'est une valeur ajoutée pour les microdissections, etc. Mais vraiment, nous, l'IRM a changé la caractérisation des MINOCA et on arrive toujours en revoyant l'angiogramme avec l'IRM de voir un peu ce qui se passe et de traiter. En termes d'imagerie non invasive, est-ce que vous utilisez d'autres examens? Bien sûr, la coronarographie avec les tests en simultané, ça va, mais est-ce qu'à posteriori, vous allez compléter si quelqu'un n'a pas, par exemple, plus la microcirculation, ou est-ce que vous faites revenir pour une étude de microcirculation invasive? Alors, on a deux façons de faire. La première, c'est on a des plages dédiées pour l'atteinte microcirculatoire, mais souvent, c'est des patients qui peuvent, donc notamment pour le spasme, etc. Donc là, ils sont vraiment sur les plages dédiées quand on n'a pas fait le diagnostic, et souvent, ils viennent d'autres centres qui ont eu une coronarographie. On fait ça sur des plages dédiées. Après, pour finalement améliorer notre dépistage et la motivation à sortir tous ces guides, on essaye d'avoir un test qui arrive à mieux détecter ces patients. Donc on utilise en fait une gamma caméra qui fait l'ischémie classique, mais qui fait aussi la réserve. Et on a présenté à l'AHA il y a deux semaines, c'était il y a 2 semaines l'AHA, en e-poster. En fait, on a essayé de voir, on a passé des patients sur un... Quoi qu'il arrive, ils avaient derrière la coro, dans le cadre d'une étude, ils avaient une scintigraphie CZT qui mesurait la réserve et l'ischémie. Et en fait, on a montré qu'en fait, la sensibilité pour dépister, alors ce qui était étrange, c'est que on sait que la réserve est un mauvais index, mais c'était quand même très bien. Quand il était anormal, on avait 90%, on arrivait à trouver des patients qui avaient une CFR anormale ou une IMR. Et ce qui était très intéressant, on a vu que le cutoff de 1.6, qui est un cutoff connu de la réserve en TEP et en TEP surtout, en fait, on voit que quand on passe ce seuil en atteinte en non invasif, en fait, on trouvait toujours des patients malades. Et les patients malades qui sont identifiés à pronostic grave, c'est-à-dire ceux qui ont une CFR anormale, un IMR anormal aussi, et il y a une autre entité encore plus anormale qui sont associés au spasme. C'est-à-dire que ceux qui ont les trois, enfin on va dire, ils sont très à risque. À risque d'événement. Ça, c'est des données observationnelles pour l'instant, mais probablement, comme je disais dans le topo, c'est que la médecine stratifiée par ce risque, il y a probablement quelque chose à faire avec ces index. En termes de traitement, donc sur le spasme microvasculaire, ça marche plutôt bien? Oui, ça marche plutôt bien parce qu'en fait, souvent, le patient, en fait, de non traité, il devient traité, donc il est beaucoup plus satisfait que ce qu'il avait avant, puisqu'il a un traitement assez fort sur une pathologie qu'on lui avait dit qu'il n'avait pas. Et du coup, en général, ça marche plutôt bien. Pour le reste, par contre, les élévations des résistances, est-ce que pour le coup, là, les traitements bêta-bloquants, l'hygiène de vie, etc., est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on a des bonnes surprises? Alors, on a des données non invasives qui montrent que ça améliore parce qu'on sait quand même refaire l'IMR, c'est quand même un peu compliqué. Il est bien démontré, nous on le fait, on essaye de l'associer à la réadaptation cardiovasculaire. C'est-à-dire, en fait, c'est pas... on peut dire que la réadaptation cardiovasculaire, des fois, a un élément très bénéfique dans l'éducation et l'information du patient, cumulé à l'activité physique. Mais pour la maladie chronique microvasculaire, c'est vraiment l'activité physique, et on comprend, hein, c'est un peu le même bénéfice qu'on a dans les patients qui s'adaptent au long cours, et bien probablement avec une réouverture des microcapillaires par la régulation, et qui fait que ça s'améliore. Donc c'est un élément important, bien sûr, les règles hygiéno-diététiques sont importantes. Mais là encore, le principal difficulté, c'est que si on lui a dit qu'il n'était pas malade,
tout ça, on lui propose pas. Ouais, c'est clair. Ouais. Très bien, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et de nos échanges. C'était un plaisir. Merci. Partagez.